La guerre de 100 ans est terminée. 116 ans de conflit entre les deux plus puissants royaumes d'Occident ont fatalement laissé des traces. Ont eu des conséquences à la fois sur le plan militaire, bien entendu, mais également sur les aspects démographiques, sociétaux, économiques, financiers, religieux et politiques. La France et l'Angleterre ont évidemment subi ces changements de plein fouet. Mais c'est en réalité toute l'Europe qui sort transfigurée de ce conflit. Bilan, innovation, conséquences et transformations. Passons en revue et analysons tout ce que ce conflit sans précédent a changé. L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Kalos France. Kalos est une marque lyonnaise de vêtements, bijoux et accessoires fabriqués artisanalement en France. Avec les fêtes de Noël qui approchent à grands pas, offrez à vos proches des cadeaux qui ont du sens tout en soutenant l'artisanat français. La fleur de lys des rois de France, l'aigle impérial de Napoléon, la croix chrétienne, le casque des hoplites grecs ou encore la croix de Lorraine de la Résistance. Alliez élégance et conviction. Portez fièrement ces symboles de l'histoire française et européenne à la main ou autour du cou. Personnellement, j'ai la chevalière arborant la fleur de lys au doigt à l'heure où je vous parle, et je peux vous garantir que la qualité est excellente. Et vu les commentaires laissés par les clients, je ne suis pas le seul à le penser. Mais Kalos, c'est également des vêtements, des montres et des couteaux tactiques. Rendez-vous donc sans tarder sur kalos-france.com et vous y trouverez forcément quelque chose qui vous ressemble. Et puis avec le code CASUS, profitez de 10% de réduction. Kalos, c'est là où l'artisanat français et le patriotisme ne font qu'un. Rendez-vous sur kalos-france.com. À la conquête de l'histoire. La démographie. La guerre de 100 ans, c'est avant tout une guerre meurtrière, à laquelle vient s'ajouter les famines et l'épidémie la plus effroyable qu'ait connue l'humanité, la peste noire. Les bouleversements démographiques qu'ont connus la France et l'Angleterre, mais également l'Europe occidentale dans son ensemble, sont donc massifs. Et c'est toute la culture et la civilisation européenne qui sortent affectées de ce conflit. Le recul de la population en France comme en Angleterre est incontestable. Si les sources disponibles sont nécessairement imprécises, l'évolution démographique ne fait en revanche pas l'ombre d'un doute. En France, la baisse de la population est de 42%. 17 millions d'habitants vers 1330 et seulement 10 millions vers 1450. Toutes les régions sont touchées et plusieurs milliers de villages ont été pour toujours rayés de la carte. La friche et la forêt gagnent du terrain partout. On estime que les surfaces cultivées passent de 9 à 5 millions d'hectares entre 1330 et 1430. La reprise coïncidera effectivement avec la fin de la guerre. Les seigneurs accordent des avantages aux paysans qui viennent s'installer sur leurs terres, puis on remettra en état les infrastructures, ponts, canaux, moulins. En Angleterre, le recul est également de l'ordre de 40%, avec une population passant de 3,8 millions avant-guerre à 2,1 à la fin du conflit. Bien qu'elle n'ait pas eu la guerre sur son sol, hormis quelques conflits annexes avec les Écossais et des raids maritimes français sur la côte sud. La guerre n'est donc pas la seule cause de ce recul démographique qui touche l'Europe entière, y compris des zones très éloignées des combats. En Europe, la population serait tombée de 73 millions en 1340 à 50 en 1450, un recul de 32% qui s'explique par plusieurs facteurs. Vers 1300, le continent a atteint les limites de la surpopulation. Après un siècle et demi de croissance, l'équilibre population-production est rompu. La dégradation des conditions climatiques avec des printemps froids et pluvieux entraîne également des récoltes désastreuses. Les famines font leur retour. Sur ces populations affamées s'abat la peste noire, à partir de 1348, et qui sera une épidémie d'une mortalité sans précédent. À titre d'exemple, la population de Paris passe de 213 000 à 100 000, Toulouse de 45 000 à 19 000, Florence de 110 000 à 37 000.
La guerre semble donc être le moindre des maux dans ce XIVe siècle de fer et de sang, puisqu'on estime que le nombre total de morts dans la vingtaine d'engagements majeurs de la guerre de 100 ans doit se situer entre 50 et 100 000 morts. Bien sûr, il faut rajouter les morts pendant les sièges, mais globalement, le nombre de morts militaires au combat est peu important. Le nombre de victimes civiles du conflit est lui inconnu. On peut vraisemblablement imaginer qu'il est bien supérieur à celui des militaires, en raison de la nature de la guerre qui préfigure des guérillas modernes. Sans défense, les civils sont des proies faciles pour les mercenaires, écorcheurs et brigands qui sillonnent la France pendant un siècle. Mais la guerre tue surtout indirectement, en désorganisant la vie économique, en détruisant les récoltes et les maisons, en abattant le bétail, réduisant les paysans à la fuite, à la mendicité. Les champs ne sont pas ensemencés, ce qui conduit les survivants à la famine et finalement à la mort. En Angleterre aussi, les campagnes se vident. Mais là, les hommes sont chassés par les moutons. Profitant du recul démographique, les grands seigneurs achètent des terres qu'ils transforment en pâturage à moutons, car la laine rapporte plus que les terres et nécessite moins de main-d'œuvre. Le recul de la production agricole sera également là une cause de famine. On assiste également à un exode massif de la population des campagnes, chassée par la misère et les dévastations vers les villes. Phénomène surtout observé dans des régions les moins peuplées, où les lieux protégés sont plus rares, comme en Auvergne, Gévaudan, certains coins d'Aquitaine et même en région parisienne, avec le Hurepoix et la Brie. L'arrivée de ces populations en ville crée un renouvellement constant de la population pendant la guerre. La guerre ralentit aussi fortement le déplacement des étudiants. Paris, principal centre universitaire d'Europe, est particulièrement touché et perd sa première place au profit d'Oxford. Les déplacements devenant périlleux, les étrangers ne viennent plus et au sortir de la guerre, l'université parisienne subit à la fois la concurrence des nouvelles universités créées en Europe et dans le Royaume, mais pâtit aussi des mesures vexatoires prises par Charles VII contre l'université, pour son rôle dans la collaboration avec l'occupant anglais. Si la guerre a, on l'a vu, un effet désastreux sur les campagnes, les villes ne sont pas en reste. Leur population décline brutalement, et elles doivent subir régulièrement des sièges, payer des amendes, ou bien être victimes de pillages et de destruction. La guerre bouleverse tout le tissu urbain, et le recul est plus important sur une bande nord-sud, systématiquement ravagée par les chevauchés et les brigands, une sorte de verticale du vide. Certaines régions ne s'en relèveront jamais. Par contre, les régions périphériques vont profiter du détournement des routes commerciales, comme la Bretagne avec le développement de ports comme Vannes, Quimper ou Morlaix. C'est aussi le cas de l'Alsace, qui devient le nouvel axe de communication entre la Flandre et l'Italie au détriment de la Champagne. En plus de ces modifications, la guerre a également transformé les activités des citadins, qui délaissent progressivement le commerce devenu trop aléatoire pour l'administration. Moins bien payé, mais plus sûr. Un avant-goût sûrement de l'hyperphagie administrative française. L'insécurité entretenue par la guerre contribue à accroître les désordres urbains. Tout le monde est armé. Les rumeurs de trahison, de sédition sont journalières, ce qui provoque l'explosion de révoltes comme des maillotins, des cabochiens, ou bien de partisans armagnacs ou bourguignons. La guerre a également eu des conséquences importantes sur le sort de Paris. On l'a déjà dit, la ville perd son rang de premier centre universitaire d'Europe, mais ce n'est pas tout. Les massacres entre Armagnac et Bourguignon, l'occupation anglaise, blocus, ravage des campagnes environnantes, détruit littéralement la capitale. La reprise de Paris par le roi n'est pas signe d'un embellissement. Charles VII déteste la capitale et n'y réside pas. Le commerce périclite, la clientèle riche disparaît, Paris n'est plus qu'une place commerciale régionale, et n'est plus une résidence royale. La haute aristocratie déserte la ville. Les mendiants et les vagabonds pullulent. Londres, au contraire, a profité de la guerre de 100 ans pour renforcer son rôle de capitale politique et économique. Les rançons et le butin affluent dans la ville. Les besoins du monarque attirent de nombreux banquiers. Les dépenses de fortification ne pèsent pas lourd en Angleterre. Seuls les ports de l'extrême sud ont été dévastés par les raids français et quelques villes du nord par les Écossais. Le contraste entre une Angleterre plus urbanisée et une France massivement rurale se dessine dès le XVe siècle, et la guerre de 100 ans est à l'origine de cette différence entre les deux pays.
Réforme économique et financière, fiscalité et impôts permanents. D'un point de vue économique, en France, la terre reste la source principale de richesse, tandis qu'en Angleterre, l'argent remplace progressivement les biens fonciers comme la base de la puissance économique et politique. L'armée est à l'origine de l'essor de l'entreprise privée outre-Manche. Dès le début du conflit, face à une monarchie française qui fait encore appel aux bancs et à l'arrière-ban, le roi d'Angleterre mobilise de préférence des banquiers italiens dont les crédits lui permettent de recruter des troupes par contrat de type commercial. Les nobles entretiennent une retenue de quelques dizaines ou quelques centaines de militaires dont ils louent les services au souverain pour une durée et une somme déterminée. En fait, l'armée anglaise est composée d'une main-d'œuvre professionnelle employée par des entrepreneurs de guerre suivant les lois du marché. Ce sont des corps privés, des entreprises privées, qui possèdent des avantages du point de vue militaire, en particulier l'esprit de corps, favorisé par l'habitude de combattre ensemble, alors que l'armée féodale réunit occasionnellement des hommes qui ne se connaissent pas. Pour financer cette troupe, le roi d'Angleterre a recours à des montages financiers, parfois hasardeux, mais d'esprit déjà capitaliste. Comme il ne peut pas lever des impôts aussi librement que le roi de France, et dans un rapport aussi important, il emprunte, quitte à ne pas rembourser, provoquant la faillite de plusieurs banques italiennes. La guerre de 100 ans se déroule dans le contexte d'une grande dépression économique européenne qui commence dès le début du XIVe siècle. Une telle situation n'est pas due à la guerre, mais elle contraint les gouvernements à intervenir, surtout pour soutenir les producteurs, qui constituent les forces vives du pays dans le conflit. En France comme en Angleterre, des ordonnances tentent de juguler la hausse des salaires causée par le manque de main-d'œuvre suite aux épidémies et famines. Mais surtout, la conjonction de la dépression économique et de l'état de guerre engendre une mainmise croissante de l'État sur l'économie dans le but de la protéger. Si en Angleterre l'interventionnisme de l'État concerne essentiellement le grand commerce, avec l'augmentation des taxes douanières, la surveillance des marchands étrangers, en France, le contrôle de l'économie va beaucoup plus loin. La réglementation des métiers, la fixation des prix et des salaires devient plus stricte, et surtout, l'État utilise les manipulations monétaires comme une arme politique. D'abord pour augmenter les revenus de la monarchie et ainsi contribuer au recrutement des armées, au XIVe siècle, et ensuite pendant l'occupation anglaise pour chasser la bonne monnaie de l'adversaire en mettant en circulation une mauvaise monnaie dévaluée. Le territoire ayant été ravagé par la guerre, Charles VII, dans les années 1440-1450, prend des initiatives dans le domaine économique afin de redresser la situation. La guerre de 100 ans est à l'origine d'une prise de conscience de la possibilité pour l'État d'intervenir pour favoriser la prospérité du royaume. L'idée de l'interventionnisme économique naît à cette époque. Il est indéniable que le roi poursuit avant tout un but fiscal, augmenter ses revenus afin d'avoir les moyens de sa politique. Mais par là même, il se rend compte de la solidarité de fait existant entre la prospérité de ses sujets et la sienne. Des Français prospères paieront davantage d'impôts. Il faut donc prendre des mesures favorisant le retour à la prospérité. Le roi est conscient de la détresse économique du royaume. Une des conséquences majeures de la longueur du conflit est l'aggravation de la pression fiscale, en particulier dans les campagnes. Une pression fiscale à la fois plus lourde et plus inégalitaire, ce qui est source de mécontentement, et au bout d'un certain temps de révolte. Le système fiscal français est particulièrement complexe et inégalitaire, même après l'établissement de l'impôt permanent sous Charles VII. La pression fiscale est inégale à la fois socialement, puisque les nobles sont exemptés, et géographiquement, puisque les taxes et les impôts varient en fonction des provinces. La pression fiscale et les nouveautés dans ce domaine sont à l'origine de nombreux troubles, surtout lorsque cela se conjugue avec des défaites militaires, qui donnent l'impression aux contribuables que les impôts sont mal employés, et que les bénéficiaires ne font pas leur travail. On accepte de payer, mais à la condition que les nobles assurent efficacement la sécurité et la protection du royaume. Ainsi, les exigences fiscales de Charles V ne provoquent-elles pas de sédition, alors que les impôts qui suivent la défaite de Poitiers pendant le règne catastrophique de Jean II amènent la Grande Jacquerie. La guerre de 100 ans a été l'une des causes du recul des institutions représentatives du royaume au profit du roi. L'illustration la plus flagrante est le système fiscal. Avec l'établissement de l'impôt permanent,
Il s'agit bien là d'une conséquence directe de la guerre. C'est la nécessité de rassembler l'énorme somme due pour la rançon de Jean le Bon qui est la cause de la mise en place de ce système. Ces impôts sont toujours considérés comme extraordinaires, c'est-à-dire temporaires. L'opinion la plus répandue est que l'impôt royal ne doit être levé qu'en temps de guerre. Mais si la guerre dure 100 ans, cela revient à le rendre définitif. Et c'est bien ce qui finit par arriver. Une fois le conflit terminé, beaucoup estiment que l'impôt devrait cesser. Il ne cessera pas. Le roi de France sort de la guerre grandi, sacré, avec une armée permanente, une fiscalité efficace, des nobles affaiblis, des institutions représentatives moribondes. Les malheurs de la guerre, aussi bien que les succès, ont contribué à ce résultat. Religion et Église nationale. Le mouvement est à la fois spontané et encouragé. En Angleterre, l'hostilité à l'égard de la papauté est une tradition solidement établie depuis au moins le XIIe siècle. La période des papes d'Avignon renforce la méfiance. La série des pontifes français résidant en France est accusée de partialité dans la guerre. De 1305 à 1378, les 7 papes successifs sont français et très liés aux capétiens. Entourés de cardinaux en majorité français, les papes prennent parti pour le roi de France, plus ou moins ouvertement. On comprend que le pape ne soit pas le mieux placé pour favoriser la paix. La méfiance règne. Et de toute façon, les papes médiévaux ne sont pas particulièrement pacifistes. Ils sont les premiers à utiliser la guerre pour résoudre leurs problèmes. La guerre de 100 ans marque la faillite complète de la diplomatie pontificale. Les légats, nous l'avons vu, suivent les armées françaises et anglaises, mais les souverains ne les écoutent que lorsqu'ils sont en difficulté et qu'ils ont besoin d'une trêve. Le temps n'est plus où le pape se permettait de dicter ses conditions à l'empereur, à Philippe Auguste ou à Jean sans Terre. Même la menace de l'excommunication ne les touche plus. C'est le canon qui rétablit la paix, et non les prières du pape. Le schisme n'a pas arrangé les choses, puisqu'alors la papauté est entraînée dans la guerre de 100 ans, chaque roi ayant son pape. À la fin du schisme, ce sont les Français qui expriment leur méfiance à l'égard de Martin V. Et dans les affrontements entre le pape et le concile, les Anglais soutiennent plutôt le pape, et les Français plutôt le concile. La guerre a permis au roi d'affirmer son autorité sur l'Église nationale des deux côtés de la Manche. La chrétienté est morcelée en Église nationale. C'est la naissance de l'anglicanisme et du gallicanisme. Ces tendances existaient déjà avant la guerre, mais c'est la guerre qui les a développées par la nécessité de grouper autour du roi toutes les forces du pays. Le pape est en fait le grand vaincu de la guerre de 100 ans. Dans les deux pays, des textes officiels comme la pragmatique sanction affirment désormais la suprématie disciplinaire du roi sur le clergé. L'éclatement de la chrétienté en Église nationale se manifeste même au sein des conciles, qui sont censés représenter l'unité. La guerre de 100 ans a contribué fortement à désintégrer les forces de paix et d'union. La faillite de la papauté révèle que désormais, seule la force est à même d'imposer la paix, dans une Europe où les nations ont pris le pas sur la chrétienté. Centralisation et décentralisation, évolution du rôle du roi. On l'a vu, les divergences entre la France et l'Angleterre sont multiples, et la guerre de 100 ans a tendance à les accroître. Les relations diplomatiques, très réduites, creusent le fossé entre les deux royaumes, qui n'ont plus grand-chose en commun en 1453. Car la guerre a aussi accentué les différences de nature politique entre les deux monarchies. Le pouvoir royal anglais s'affaiblit et évolue vers le parlementarisme, alors qu'en France il se renforce et évolue vers l'absolutisme. En France, ce sont paradoxalement les malheurs de la monarchie qui la renforcent, car ils stimulent la réflexion sur la nature du pouvoir royal, dont on accentue le caractère sacré pour éviter qu'il sombre complètement dans les désastres des défaites, de la captivité, des minorités et de la folie. Le pouvoir royal avait déjà accompli des progrès spectaculaires sous Philippe IV le Bel, dont les légistes avaient bâti une administration d'une efficacité redoutable. Mais les désastres du début de la guerre, sous Philippe VI et Jean II, avaient mis en danger à la fois l'intégrité du territoire et la légitimité du souverain. Ce sont ces événements qui sont à l'origine directe du travail de réflexion, approfondissement et théorisation du pouvoir royal sous Charles V. La notion de couronne,
qui représente la dynastie dans sa continuité et le corps politique, se sépare de la notion de royaume comme entité géographique. Les problèmes de succession qui sont au cœur de la guerre de Cent Ans amènent à préciser les règles. Le 21 mai 1375, l'édit du Bois de Vincennes fixe l'ordre de la succession dans la monarchie française. Le fils aîné du roi, dont la majorité est fixée à 13 ans et 1 jour, puis le fils de ce dernier, ou à défaut ses frères, dans l'ordre de naissance. Les femmes sont totalement exclues. Elles ne transmettent pas le droit de régner. Le prestige royal est développé par tout un cérémonial de cour. La sacralisation est poussée très loin. Charles V prend le titre de très chrétien, et Christine de Pisan l'appelle le vassal de Dieu et le premier des rois. Le sacre s'entoure d'un cérémoniel miraculeux, avec la sainte ampoule qui ne se vide jamais, le bouclier aux 3 lys apporté par l'ange pour le baptême de Clovis, l'oriflamme comparé à l'arche d'alliance. Le roi, dans la croyance populaire, a des signes divins sur son corps. Il naît avec une fleur de lys sur la peau. La sacralisation s'accentue sous Charles VI. On renforce son pouvoir vacillant en le plaçant hors de portée du commun des mortels. La folie de Charles VI a elle-même contribué au développement du culte royal, de 2 façons différentes, en opposant le bon gouvernement des Marmousets au désordre du gouvernement féodal des oncles du roi. L'administration royale devient synonyme de justice et d'efficacité. En conférant au souverain l'auréole du martyr, la souffrance du malheureux roi lui attire la piété et l'amour de ses sujets. Les manifestations de deuil non feintes lors de ses obsèques en sont la preuve. La tendance se confirme sous Charles VII. Il est aidé par les circonstances. Les problèmes de l'Église le mettent en position d'arbitre. Sa participation active à la solution de ces schismes lui donne une réputation comparable à celle de Saint Louis, qui arbitrait entre le pape et l'empereur. Il en profite pour accroître la domination royale sur le clergé français. Pour beaucoup, la guerre de Cent Ans vient confirmer à quel point le roi est l'élu du Seigneur. Charles VII rompt avec un certain nombre de traditions capétiennes, mais il innove dans certains domaines. Roi de transition entre l'âge de la chevalerie et celui de Machiavel, par là, il est le premier roi moderne. Si le pouvoir royal est beaucoup plus puissant en 1453 qu'en 1337, c'est que la monarchie française a su exploiter les péripéties de la guerre de Cent Ans et transformer son épreuve en élément de force. Elle n'en sort pas seulement sacralisée, mais aussi terriblement plus efficace sur le plan administratif et financier. La machine administrative est renforcée sous Charles V et encore développée dans les années 1380 par les Marmousets. Un véritable corps de serviteurs de l'État est en train de se dégager, recruté dans le milieu des parlementaires. Issus le plus souvent des facultés de droit de Paris et d'Orléans, ce sont des gens compétents et cultivés. La guerre de Cent Ans provoque dans le domaine administratif un double mouvement. 2 tendances apparemment contradictoires mais en réalité complémentaires. Centralisation et décentralisation. La centralisation est évidente. Partout, les institutions locales sont battues en brèche. Les rois de la Reconquête, Charles V et Charles VII, profitent de leur succès militaire, de la pénétration de leurs armées, pour réduire l'autonomie des provinces libérées. C'est ainsi que les assemblées représentatives locales, les États, voient leurs prérogatives rognées. Charles VII s'attaque à ces assemblées, en imposant autoritairement le montant des impôts royaux et en interdisant le vote des taxes pour les besoins locaux. Le roi profite largement de sa victoire sur les Anglais pour étendre partout le réseau de ses officiers locaux et faire comprendre que le retour à la sécurité a un prix. L'acquittement sans discuter des tailles. Les États locaux se réduisent de plus en plus à de simples services techniques. Cette centralisation n'est pas géographique, elle est personnelle. Le centre du pouvoir n'est pas un lieu, il est en la personne du roi. Ses agents sont partout et de plus en plus efficaces. À la fin du règne, le royaume est divisé en 27 bailliages et 15 sénéchaussées, plus la prévôté de Paris et le gouvernement de La Rochelle. Baillis et sénéchaux sont d'importants personnages, d'ailleurs souvent employés à des tâches diplomatiques ou militaires. Ainsi, l'accroissement de la centralisation administrative est en partie une conséquence de la victoire. Mais elle est équilibrée par la décentralisation culturelle, qui est quant à elle une conséquence des périodes d'insécurité et d'occupation partielle du territoire pendant la guerre. Des éléments politiques l'avaient certes préparé,
comme la pratique des apanages. Rappelons que les apanages sont de vastes seigneuries détachées du domaine royal et données aux fils cadets du roi, qui les dirigent en véritables souverains. Les princes apanagés ont une capitale, une administration complète, des revenus fiscaux, un système judiciaire avec droit d'appel. Il s'agit d'un véritable démembrement du royaume, si ce n'est le fait que les princes sont fils ou frères du souverain en place, et sont donc supposés lui être totalement fidèles. Apanage et dernier grand fief ont contribué à entretenir une certaine forme de patriotisme local, provincial, renforcé par la diversité des dialectes et patois, dans le cadre de ce qu'on peut véritablement appeler des États. Tel quel, le royaume de France peut sembler une étrange mosaïque, une juxtaposition de pays aux statuts variés. La France au XVe siècle est en effet véritablement coupée en deux. Il y a bien une France du Midi et une France du Nord, qui ne se comprennent guère et dont les représentants refusent de siéger ensemble. C'est pourquoi, dans les faits, le roi convoque séparément les uns et les autres, État de Languedoil et État de Languedoc. Cette diversité engendre une certaine tension et est encore un obstacle important à l'efficacité du gouvernement monarchique. La guerre a joué dans les deux sens. Elle a accru le prestige du pouvoir royal, ce qui est un facteur de centralisation, et elle a développé les particularismes locaux, chaque pays ayant tendance à se replier sur lui-même et à assurer sa propre défense, étant donné les carences du pouvoir central. En Angleterre, la guerre de 100 ans a eu les effets inverses. Ici, le grand vainqueur, c'est le Parlement. Le rôle fondamental de cette institution est déjà bien établi au début du XIVe siècle. Mais avec la guerre, elle devient absolument indispensable, en tant que machine à voter les impôts. Le royaume d'Angleterre, beaucoup plus petit et beaucoup plus homogène, se prête évidemment mieux à la réunion d'une assemblée représentative. Assemblée double. L'assemblée des lords, qui rassemble les grands nobles et le haut clergé, et assemblée des communes, composée de délégués des comtés et des villes. Les shérifs sont chargés d'organiser les élections des 2 chevaliers par comté et 2 bourgeois dans chaque bourg. Le nombre de villes représentées n'est pas connu avec précision, il se situe aux alentours de 80. Quant aux électeurs, ce sont les membres les plus aisés des communautés urbaines ou rurales. Tel quel, le système assure un degré de représentativité satisfaisant des classes supérieures. La guerre de 100 ans est par ailleurs une période d'affaiblissement du pouvoir royal en Angleterre. 2 souverains sont déposés et assassinés au XIVe siècle, le conflit se termine par la très longue minorité d'Henri VI qui sombre dans la folie en 1453. Certes, il y a aussi Édouard III et Henri V, 2 géants, qui doivent leur stature à leur succès militaire. Mais leurs fréquentes absences et l'étroite surveillance du Parlement limitent leur liberté de manœuvre. La sacralisation de la personne royale n'a pas en Angleterre le même succès qu'en France. À bien des égards, le système politique anglais issu de la guerre de 100 ans est en effet un compromis original qui va s'affirmer dans les siècles suivants. C'est à la fois une monarchie aristocratique et démocratique. La puissance de la grande aristocratie se combine à celle du Parlement pour limiter le pouvoir royal. Les Anglais des classes supérieures sont comme les actionnaires d'une entreprise dont ils attendent des retombées, et le Parlement est comme le conseil d'administration qui surveille la gestion du souverain. Les Anglais se sentent ainsi beaucoup plus concernés par le conflit que les Français. Les revenus ordinaires du roi d'Angleterre sont bien entendu très insuffisants pour mener une guerre de cette ampleur. Le recours à une aide extraordinaire est indispensable. La Grande Charte déclarait déjà que pour l'obtenir, le roi devait demander le consentement du Conseil commun du royaume. Cette nécessité explique le développement concomitant du Parlement et de la fiscalité pendant la guerre de 100 ans. Les difficultés financières chroniques de la monarchie ont aussi une grave conséquence politique. La dépendance croissante du roi d'Angleterre à l'égard de quelques financiers et de la grande aristocratie. Ainsi, la guerre, par les énormes dépenses qu'elle provoque, confirme la fragilité du pouvoir royal anglais, coincé dans la tenaille que constitue le Parlement, qui vote les taxes, et la grande aristocratie, qui a d'énormes créances sur le souverain. La révolution militaire. S'il y a bien un domaine que la guerre de 100 ans a considérablement fait évoluer, c'est évidemment celui de l'armée et des techniques militaires. Le conflit commence à coups de flèches et se termine à coups de canon. Dès les premières phases,
les différences entre les deux armées sont évidentes. Du côté anglais, l'armée de type féodal, composée de vassaux accomplissant un service militaire gratuit et de durée limitée, est abandonnée depuis longtemps. L'armée d'Édouard III se compose de professionnels recevant une solde, engagés par un capitaine qui signe un contrat avec le souverain prévoyant l'effectif, la durée du service et le montant des soldes. Les volontaires ne manquent pas, en raison des perspectives de butin, de salaire, de la rémission des offenses criminelles. Les chefs sont les membres de la haute aristocratie, qui sont secondés par des capitaines expérimentés comme Knowles, Scales, Talbot ou Fastolf. Tous sont chevaliers et portent un équipement lourd, combinant cotte de mailles et plaques de métal avec casque à visière. L'armure est en pleine évolution. Elle devient plus complexe et plus coûteuse. Dans les dernières années de la guerre, le cavalier lourd, l'homme d'armes, porte l'armure complète, le harnois blanc. Complexe assemblage de pièces de métal articulées qui est autant un élément de statut social qu'une protection. L'armure, qui coûte une fortune, distingue le grand noble. Cette armure est plus efficace dans les parades que dans les batailles. Elle est symbolique pour la noblesse et un moyen de réaffirmer de façon spectaculaire sa nature différente dans une époque où son importance sociale recule. Progressivement, la cavalerie légère, largement présente dans les rangs anglais, cède la place à un combattant qui a fait la réputation de l'armée anglaise pendant la guerre de 100 ans, l'archer monté. Dans le monde chrétien, l'arc a plutôt une connotation diabolique. C'est l'arme des cavaliers de l'Apocalypse, des armées infernales et des musulmans. Les anges, eux, combattent à l'épée, l'arme noble et loyale, celle du corps à corps. Dans la guerre féodale, les armes de jet, qui permettent à n'importe quel manant de tuer un prince, sont considérées comme déloyales. L'adoption massive de l'arc par l'armée anglaise est donc une véritable révolution culturelle. Le triomphe de l'esprit pratique et de l'efficacité sur les traditions chevaleresques. L'arc en question est d'un type très spécial. C'est le longbow, le grand arc, de 2 mètres de haut, qui ne peut être utilisé que par un fantassin. Il nécessite force et adresse, et donc une pratique régulière, encouragée en Angleterre depuis le règne d'Édouard Ier. Un bon archer est capable de tirer jusqu'à 10 flèches à la minute, et de transpercer une cotte de mailles à 150 mètres. Mais c'est une arme exclusivement défensive. Les archers, immobiles, disposés sur les flancs du corps de bataille, en biais et légèrement en avant, déciment les charges ennemies. Cela explique les interminables face-à-face des armées avant les batailles. Personne ne veut lancer l'attaque. En dehors des batailles, les archers se déplacent à cheval, ce qui leur donne une grande mobilité. Ces hommes sont en général des paysans aisés, des hommes libres, petits propriétaires, des yeomen, souvent issus des comtés de l'Ouest. L'armée comprend également des fantassins, surtout gallois, avec leur uniforme vert et blanc, dont la principale tâche est de finir au couteau les ennemis sans valeur marchande. Si les volontaires ne manquent pas dans l'armée anglaise, c'est que la guerre en France offre de bonnes occasions. La solde à elle seule est attractive. Même le fantassin gallois gagne en 80 jours le revenu annuel d'un laboureur, l'archer en 25 jours. Mais il y a en plus des compléments tous les 4 mois, et surtout le butin, que l'on peut ramasser en route. D'un côté, des troupes cohérentes, homogènes, solidaires, intégrant les éléments populaires et aristocratiques, les nobles ayant une entière confiance dans les archers, une armée bien commandée, avec un moral conquérant, une confiance renforcée à chaque victoire. De l'autre, une armée hétéroclite, composée en partie de mercenaires étrangers peu motivés, parlant des langues différentes et rongés par des méfiances et rivalités sociales. La noblesse persiste à croire que la guerre est son affaire, que tout noble est un guerrier naturel, et que les manants, tireurs de flèches, sont des gens méprisables, inutiles, voire dangereux pour leur propre camp. Nous l'avons vu, on n'hésite pas à leur passer sur le corps s'il le faut pour aller affronter l'ennemi, à Crécy notamment. En dépit de l'accumulation des revers, le chevalier garde son prestige, et ce n'est que très lentement qu'il admet son déclassement. L'armée est un microcosme reflétant les structures sociales globales. Le noble, qui vit de ses seigneuries, voit sa position menacée à la fois par la baisse de ses revenus et par l'évolution de la technique militaire. Alors qu'il constituait l'armature de l'armée féodale, arrivant lors de la convocation du ban, avec son petit groupe de combattants suivant l'importance de son fief, on lui préfère maintenant le soldat professionnel, fantassin ou cavalier. L'authentique chevalier, celui qui a été adoubé, devient une antiquité.
il n'est plus adapté aux nouvelles façons de combattre. Il représente encore une force impressionnante, et si le terrain s'y prête, ses charges peuvent toujours être meurtrières. Malgré tout, il est plus adapté à la parade ou aux joutes qu'à la véritable bataille. Et puis le chevalier est décontenancé par le réalisme de la guerre moderne. Une guerre qui tue, c'est une nouveauté. Bien sûr, les nobles d'en face cherchent toujours à faire des prisonniers rançonnables, mais les fantassins et les mercenaires, eux, qui n'ont rien à espérer et à qui on refuse d'ailleurs de se rendre, tuent sans état d'âme. Les chevaliers français sont également mal adaptés à la guerre maritime. Se battre sur le pont d'un bateau, où on risque en plus d'avoir le mal de mer, n'est pas conforme à la dignité d'un noble. Les Anglais n'ont pas ces réticences. Les comtes et le roi lui-même ont participé à la bataille de l'Écluse. L'éthique chevaleresque ne disparaît pas complètement. On en conserve quelques bribes, mais uniquement lorsque cela peut rendre service pour se sortir d'une situation délicate ou pour sauver la face. Les restes des conventions chevaleresques sont utilisés au service du nouveau réalisme, et en cela la guerre de 100 ans est bien une guerre de transition. On se met d'accord sur le terrain et la date de la bataille, mais on n'hésite pas à tomber sur l'ennemi à l'improviste si l'occasion se présente. Le formalisme est surtout de mise lors des sièges. La ville se rendra si les renforts n'arrivent pas avant telle date. L'armée du roi de France, de structure archaïque sous Philippe VI, évolue cependant sous l'effet des défaites. En dépit des réticences, le recrutement et la tactique se modernisent. Sous Charles V, la pratique du contrat de retenue se généralise. La grande ordonnance du 13 janvier 1374 réglemente ce mode de recrutement. Le roi organise un système de montres efficace, placé sous la responsabilité des maréchaux de France et de leurs 8 lieutenants. Chaque homme paraîtra avec équipement complet, sans pouvoir se faire remplacer, et devra jurer de servir en cet état tant qu'il sera au gage du roi. Les capitaines ne recruteront que des gendarmes de bonne qualité et de réputation, auxquels ils n'accorderont pas de congés exagérés. Ils devront signaler les départs, éviter de causer des dommages à la population civile. Les paiements se feront par les clercs des maréchaux, par groupe de 100 hommes au moins. On ne pourra être capitaine de retenue que par lettre du roi, de ses lieutenants ou d'un prince. La tactique devient plus réaliste, notamment grâce à l'action personnelle de Du Guesclin, qui a recours à des opérations de harcèlement utilisant ruse et surprise. Sa façon de faire la guerre était sans doute la mieux adaptée au contexte de son époque, à un moment où la guerre de 100 ans se transforme en guérilla. Son action s'insère parfaitement dans la stratégie générale de défense active mise au point par Charles V. Refuser les grandes batailles, s'enfermer dans les places fortes, imprenables, en laissant l'ennemi s'épuiser tout seul, tout en le harcelant sans cesse. Le conflit était alors entré dans sa phase de guerre d'usure, et les méthodes peu orthodoxes du connétable de France se révélèrent très efficaces. L'organisation militaire française poursuit son adaptation sous Charles VII. Et les grandes réformes mises au point par ce dernier renversent la balance des forces. L'armée française, à partir des années 1440, est indéniablement supérieure. Le recrutement avec les compagnies d'ordonnance est désormais de qualité. La tactique a enfin évolué suffisamment pour faire perdre aux archers anglais leur avantage, par un choix judicieux du terrain et la fin des charges inconsidérées de cavalerie. À la fin de la guerre de 100 ans, on peut dire que la France a une armée nationale, dans le sens où toutes les forces armées dépendent de l'État, même si elles comptent beaucoup d'étrangers, alors que l'Angleterre utilise des armées privées sous contrat. Enfin, la puissance de l'artillerie est devenue un atout majeur. Comme l'arc, le canon est plus qu'une arme. Il a une dimension culturelle qui a marqué les mentalités. Associant le bruit et le feu, cet engin semble tout droit sorti de l'enfer. À l'époque de Charles VII, ce n'est plus une nouveauté, cela fait un siècle que les premières bombardes sont apparues sur les champs de bataille. Mais c'est dans la première moitié du XVe siècle que cette arme devient véritablement efficace, avec des modèles diversifiés, adaptés aux différents usages. Les techniques de fabrication s'améliorent, avec l'apparition de moules cylindriques, la poudre est de meilleure qualité. Les ingénieurs, comme les frères Bureau, perfectionnent les modes d'utilisation, l'ajustement des tirs. L'efficacité du canon reste encore très limitée dans les batailles rangées, en raison de sa faible cadence de tir et de sa portée médiocre. Une fois la première salve tirée, l'ennemi peut avancer sans crainte, s'emparer des pièces et les enclouer. On les protège donc par des palissades, fossés, talus, comme à Castillon en 1453, où exceptionnellement, l'artillerie fait des ravages à cause de l'assaut désespéré de Talbot.
Dans la guerre de siège, par contre, l'artillerie est absolument indispensable. Et c'est grâce à la puissance du parc de Charles VII que la reconquête des villes normandes et gasconnes a été aussi rapide. La conduite de la guerre et le déroulement des batailles ont beaucoup évolué en l'espace d'un siècle. Il est évident que la guerre de 100 ans a fait progresser ce que l'on appelle l'art de la guerre. Du côté anglais, on utilise les combinaisons offertes par la possession de bases à Calais, en Bretagne et en Guyenne. L'immensité du territoire à conquérir et la faiblesse des effectifs disponibles amènent à privilégier les chevauchés, qui obéissent à un plan global de renforcement des places frontières et d'affaiblissement des défenses ennemies. Lorsqu'il y a bataille, la nature des troupes impose une tactique assez routinière. L'armée est déployée sur un front qui excède rarement 1 km de large. Les gens de trait sont soit intercalés entre les groupes de cavaliers, soit placés devant, avec obligation de se retirer pour faire place à la charge. Ce sont eux qui engagent le combat, archers anglais d'un côté, arbalétriers, surtout génois, de l'autre. Ces derniers ont une arme redoutable, mais encombrante, et au tir 3 fois moins rapide que l'arc. Les cavaliers sont eux en formation peu épaisse, 3 ou 4 rangs en général répartis en petits groupes serrés, des bannières, à la tête desquelles se trouve le chevalier banneret entouré d'hommes d'armes et d'écuyers. Son écu et son cri de guerre servent de repère pour le ralliement des troupes dans la mêlée. La charge commence lentement, puis atteint sa vitesse maximale au moment du choc. Il s'agit alors de faire éclater la formation ennemie en isolant des petits groupes que l'on cernera en faisant prisonniers les chevaliers. Les fantassins doivent achever le travail, tuant tous ceux qui n'ont pas été pris parce qu'ils n'ont pas de valeur marchande. Dans les batailles, celui qui attaque le premier est presque toujours vaincu, d'où l'interminable attente qui précède le choc. L'un des points débattus dans les traités militaires de l'époque concerne l'armement du petit peuple. Faut-il armer et entraîner le peuple pour qu'il participe à la défense ? Les porte-paroles de l'aristocratie voient le danger. Christine de Pisan dénonce ce péril. Le peuple armé, c'est un danger permanent de révolte. La guerre de 100 ans, c'est aussi dans le domaine militaire la grande affirmation des mercenaires. Depuis la plus haute antiquité, les souverains ont employé des troupes de professionnels qui se battent moyennant salaire. Au XIVe siècle, les insuffisances de l'armée féodale, du côté français surtout, les rendent indispensables. En fait, ils vont assurer la transition entre l'armée féodale et l'armée nationale. Les besoins sans cesse renouvelés de soldats dans une guerre sans fin ouvrent des perspectives inespérées à quantité de marginaux et semi-brigands, mais aussi de cadets de la noblesse pauvre, clercs défroqués qui trouvent là un moyen de vivre, de gagner de l'argent par la solde et le butin. Engagés par un capitaine, ils font partie d'une route, qui est un peu une confrérie, de 50 à 200 membres. Le chef dirige à l'aide d'un conseil assurant la répartition du butin. La discipline est exigée dans le groupe, mais ces soudards ont pratiquement toute licence de piller, tuer, torturer, incendier, violer. La violence est leur métier. Totalement apatrides, ils viennent de tous les pays d'Europe, avec une forte proportion de Gascons, Bretons, Flamands, Allemands, Italiens, Espagnols. Les routiers, comme on les appelle, forment au milieu du XIVe siècle des sortes de fédérations. Les grandes compagnies qui deviennent un fléau indéracinable à la suite du traité de Bretigny. Beaucoup de ces chefs sont des bâtards de familles nobles, d'autres viennent de la bonne noblesse. Ces hommes sont indéniablement de bons soldats. Avec la guerre de 100 ans, le chevalier sans peur et surtout sans reproche, défenseur de la veuve et de l'orphelin, est remisé définitivement au souvenir de l'âge d'or chevaleresque, et remplacé par le chef de bande sans foi ni loi, brigand autant que capitaine. Il représente la transition entre l'armée féodale et l'armée royale régulière, une transition longue, dont la guerre de 100 ans est l'épisode principal. Le recrutement des armées et les méthodes de combat ne sont pas les seuls à avoir évolué au cours de cette période cruciale. La logistique fait également des progrès. La guerre se déroule sur un théâtre étonnamment large, de Calais à la Bigorre, de Brest à Nancy. Les armées se déplacent à une vitesse remarquable considérant les moyens dont elles disposent. Pendant la guerre de 100 ans se multiplient également les opérations amphibies. La nécessité de traverser la Manche pour les Anglais pose des problèmes très particuliers, et l'on est surpris de constater combien ce domaine est négligé. On a toujours recours à la réquisition des bateaux marchands, qui ne sont pas du tout conçus pour cette utilisation. On a donc besoin d'une énorme quantité de navires pour acheminer une armée. La traversée dure entre 1 et 2 jours selon les caprices du vent,
et le départ est souvent retardé pendant des semaines. Le coût d'entretien d'une véritable marine de guerre est trop élevé pour les finances des deux monarchies. Les Français préfèrent louer les services des Castillans et des Génois. En dépit de quelques batailles navales majeures, comme l'Écluse, La Rochelle ou Winchelsea, et des débarquements à répétition, la guerre de 100 ans est avant tout une guerre terrestre. Les rois ne semblent pas mesurer l'importance de la maîtrise des mers, partiellement en raison des aléas et des incertitudes de la guerre navale. Vent, tempête, incapacité de se repérer en haute mer font que l'on maîtrise pas ce terrain d'opération. La Manche est simplement un bras de mer qu'il s'agit de traverser. Mais développer une véritable flotte de combat ne fait pas partie des priorités. La naissance d'un sentiment national. La guerre de 100 ans est la cause directe de l'affirmation des identités nationales. Chacun se pose par opposition à l'autre, au niveau des individus comme au niveau des peuples. Ce n'est pas limité aux Français et aux Anglais. Préférer un étranger à un compatriote est le contraire du véritable amour, déclare le roi de Bohême Venceslas. En France, les habitants avaient horreur du nom anglais, absolument inconnu alors des habitants du pays, malgré la médiocre largeur du bras de mer qui séparait les deux peuples, et qui désignait plutôt des bêtes féroces que des hommes, aux yeux de la plupart de ces simples gens. En 1417, Pierre d'Ailly, devant le concile de Constance, fustige les détracteurs de la Gaule, les envahisseurs, qui viennent troubler son honneur et sa gloire, sa prospérité et sa paix. Le journal du bourgeois de Paris est plein de remarques désobligeantes à l'égard de ces mangeurs de viande bouillie, qui parlent une langue incompréhensible et qui habitent un pays triste, dans le brouillard et la pluie. Tous ces témoignages datent du tournant du XIVe et XVe siècle, qui semble bien marquer la montée du sentiment anti-anglais. En France, le patriotisme n'est pas né dans le peuple. C'est un instrument dont les dirigeants découvrent le potentiel et qu'ils utilisent dans un but politique et militaire. Dès les années 1380, la campagne patriotique est lancée en particulier par des évêques, qui appellent les bons Français à lutter contre les Anglais. Mieux vaut pour nous tous mourir à la guerre plutôt que de voir notre race dans le malheur. Que ceux qui le peuvent se battent et que les autres s'acquittent des impôts sans murmurer. Soutenez donc votre clergé et vos chevaliers, acquittez-vous de vos obligations envers votre roi, et vous aurez la victoire sur vos ennemis, et ainsi vous obtiendrez la paix. Autant des ennemis que des pillards, autant temporels que spirituels. Un des instruments privilégiés du développement du patriotisme est l'histoire. Depuis la fin du XIVe siècle, les rois et les princes encouragent les intellectuels à produire une histoire officielle, glorifiant leur pays ou leur dynastie. Pour le royaume de France, ce sont les très officielles Grandes Chroniques de France qui retracent l'épopée nationale. L'idée est très antérieure à la guerre de 100 ans, mais cette dernière renforce le sens patriotique du récit. Dans le développement du sentiment national français à la fin du Moyen-Âge, la connaissance du passé français, des attaques extérieures qui ont rassemblé les Français, a joué un rôle fondamental. Le sentiment national français a une composante historique qui est essentielle. L'Angleterre n'est pas en reste, en ce qui concerne le ressentiment et l'affirmation d'une identité nationale. Il semble qu'ils y soient apparus plus tôt qu'en France. Dès le milieu du XIIIe siècle, le chroniqueur bénédictin Matthew Paris considère que tous les étrangers sont mauvais, sauf s'ils restent chez eux. La guerre de 100 ans ne peut que développer cette xénophobie. Dès le début, des mesures sont prises contre les Français résidant en Angleterre. Avec les défaites qui commencent vers les années 1430, l'humiliation attise la haine du Français et même de l'étranger en général. Recensé, surveillé, taxé, il est la cible de manifestations populaires orchestrées par les milieux commerçants. La xénophobie anglaise n'est jamais dénuée de motifs économiques. L'étranger, c'est à la fois l'ennemi politique et surtout le concurrent commercial. Déjà, l'épisode de Jeanne d'Arc avait radicalisé l'opposition, en transposant le conflit dans le domaine surnaturel pour en faire une opposition manichéenne entre bien et mal. À la fin de la guerre, on assiste à un repli farouche des Anglais sur eux-mêmes. Attribuant la défaite à la mauvaise gestion des affaires publiques, ils adoptent une attitude isolationniste, qui va se renforcer pendant la guerre des Deux Roses. Les succès des premières phases du conflit les ont convaincus de leur supériorité, et les revers de la fin n'entament pas leur arrogance. Un élément essentiel du sentiment national est la langue. La guerre de 100 ans voit s'accomplir la coupure linguistique,
dont elle est en partie responsable. Au point de départ, vers 1330, les langues parlées et écrites, en France ou en Angleterre, n'ont pas de signification nationale. Le latin, langue de la chrétienté par excellence, règne toujours dans les universités, dans les traités savants, les offices religieux et les actes les plus officiels et solennels, tels que les traités internationaux. Vient ensuite le français, qui des deux côtés de la Manche est depuis Guillaume le Conquérant la langue de l'aristocratie, et aussi celle de la diplomatie, des actes judiciaires et parlementaires anglais. Le peuple illettré, lui, parle une variété de dialectes, et pas seulement en France. Les Anglais du Sud ont un peu de mal à comprendre ceux du Nord et de l'Ouest, sans parler des langues celtes de Cornouailles, du Pays de Galles et de l'Écosse. C'est sous l'effet des tensions croissantes qu'avant même le début de la guerre de Cent Ans, tout commence à évoluer. Dès 1295, Édouard Ier accuse Philippe le Bel de vouloir faire disparaître la langue anglaise. En 1344, Édouard III reprend l'accusation de son grand-père. Philippe VI veut éradiquer la langue anglaise. Allégation grotesque, mais qui montre que dès cette époque, la langue est considérée comme un élément important du patrimoine culturel. Même si cette langue est essentiellement orale. La position du roi d'Angleterre est d'ailleurs ambiguë. Parlant le français, fils d'une Française, il ordonne que tous les seigneurs, barons, chevaliers et honnêtes gens de bonne ville apprennent la langue française. Pourtant, la montée de l'anglais semble irrésistible. En 1385, Jean de Trévise note que depuis la peste noire, toutes les études dans les écoles anglaises se font en anglais, alors qu'auparavant, elles se faisaient en français. Le décrochage s'effectue vers 1400. C'est à ce moment qu'apparaissent les premières véritables œuvres littéraires en langue anglaise. À partir de 1400, la nouvelle dynastie Lancastre joue sur la fibre patriotique pour mieux asseoir sa légitimité, et encourage sans réserve l'usage de l'anglais. La littérature nationale prend son essor en liaison étroite avec l'épopée nationale. Et en ce sens, elle est bien le fruit de la guerre de Cent Ans. Les exploits de Henri V deviennent la base de poésie et de chroniques plus ou moins romancées. L'anglais reste malgré tout fortement influencé par le français, puisque 30 à 40% du vocabulaire actuel est d'origine française. Finalement, l'anglais ne serait qu'un patois français ayant mal tourné. En France, la question linguistique se pose différemment, dans la mesure où le dialecte d'Île-de-France n'a pas de rival à éliminer. Son seul rival, c'est le latin, qui reste la langue des ouvrages savants, des traités théologiques et politiques, ainsi que des études au quartier latin. Charles V entreprend une œuvre de promotion de la langue française, en faisant traduire en français les meilleurs ouvrages de sa bibliothèque. La traduction en français a donc bien un but pratique, en politique intérieure aussi bien qu'étrangère. Affirmer l'identité et l'indépendance de la France. C'est l'objectif, élaboré dans le contexte de la guerre de Cent Ans. Les ambassades françaises insistent pour conduire les négociations en français, ce qui provoque la mauvaise humeur des Anglais. Au niveau du peuple, l'incompréhension et donc la méfiance et l'hostilité s'aggravent également en raison de la barrière linguistique entre les Français et certains envahisseurs anglais. En France, la guerre de Cent Ans développe aussi la notion de frontière. Le guide de Froissart, dans une excursion en Aquitaine, est capable de lui indiquer exactement sur le terrain la limite entre le royaume de France et la vicomté du Béarn. Dans l'Est, la limite entre le royaume de France et l'Empire, qui est si confuse sur les cartes historiques, est parfaitement nette pour les habitants. À chaque territoire, un peuple naturel et un souverain naturel. C'est un des leitmotifs des Valois. Le seigneur naturel, c'est le dauphin Charles, et il est contre nature de lutter pour un prince étranger. Le souverain naturel descend en ligne droite du fondateur de la dynastie. Dans ses veines coule le pur sang de Clovis, Charlemagne, Saint-Louis. Avant que n'apparaisse l'idée de race au sens ethnique du terme, le mot s'applique déjà aux dynasties royales, races mérovingiennes, carolingiennes, capétiennes, autour desquelles l'historiographie officielle bâtit un panthéon. Un peuple, un territoire, une langue, un souverain naturel. Ces idées se dégagent progressivement au milieu des luttes de la guerre de Cent Ans. Un véritable culte patriotique se met en place, qui exige dévouement et sacrifice. Mourir pour la patrie devient le devoir noble par excellence, nouvelle version du martyr. La guerre royale annexe la guerre sainte. Mourir pour sa foi assurait le paradis. Mourir pour son pays assure la reconnaissance de la nation.
l'évolution des motivations du combattant chevalier est très nette. Et là encore, c'est après 1400 que s'opère la rupture. Le véritable choc, c'est l'agression d'Henri V et le cataclysme d'Azincourt. La brutalité de l'événement est à l'origine d'une prise de conscience chez les intellectuels français. Le Normand, Robert Blondel, appelle les bons François à défendre leur pays contre le mortel et ancien ennemi du royaume, rappelle que le chevalier ne doit point craindre à mourir en bataillant pour son pays. Le roi ordonne la célébration d'une messe annuelle pour commémorer la prise de Tartas. Et surtout, il est à l'origine de ce qu'on peut qualifier de 11 novembre médiéval. Le 12 août, jour anniversaire de la prise de Cherbourg qui marque la libération de la Normandie en 1450, il y aura dans chaque cathédrale une messe solennelle et une procession d'action de grâce à laquelle devront participer tous les ecclésiastiques et tous les chefs de famille. Les évêques doivent y faire un sermon patriotique. D'une façon générale, il semble toutefois que ce qu'on peut appeler le patriotisme ait une origine différente dans les deux pays. En Angleterre, le sentiment d'identité nationale apparaît d'abord dans le peuple, et la propagande n'intervient qu'ensuite. L'insularité, les luttes entre Bretons et Anglo-Saxons, puis entre ces derniers et les Normands, de même que l'exiguïté du pays, ont fait prendre conscience très tôt au petit peuple de son identité culturelle, de sa spécificité face aux étrangers. En France, le processus est inverse. Ce sont les élites politiques et intellectuelles qui prennent l'initiative en construisant, à partir de Charles V, un édifice idéologique autour de la mystique royale. C'est dans un deuxième temps, avec les problèmes nés de l'occupation, que le sentiment national pénètre dans le peuple. L'histoire, c'est d'abord l'histoire des guerres, des épidémies, des conquêtes, des malheurs. En définitive, un peuple heureux n'a pas d'histoire. Il n'est donc pas étonnant qu'une époque aussi troublée ait connu une multiplication des chroniques. Mais il n'y a pas seulement une inflation quantitative, il y a aussi progressivement un désir de comprendre et d'expliquer. À la neutralité indifférente des chroniqueurs du début de la guerre succède le parti pris des historiens de la fin du conflit. Il faut bien mesurer que ceci est un progrès de la science historique. L'histoire, si on peut lui appliquer une méthode scientifique, n'est pas une science. L'idéologie et les opinions de l'auteur ainsi que le désir de justifier une cause influent nécessairement sur le travail réalisé. Les plus grandes œuvres d'histoire sont toutes orientées, parce qu'elles sont animées par la volonté de soutenir une thèse, ce qui stimule aussi les partisans de la thèse opposée, et c'est ainsi que se construit, de façon dialectique, l'historiographie. Les princes et souverains de la guerre de Cent Ans enrôlent des chroniqueurs, qu'ils chargent d'écrire l'histoire officielle, glorifiant leur maison et jetant ainsi les bases de l'identité nationale. Mort de la chrétienté féodale et naissance de l'Europe des nations. C'est là que se situe la conséquence majeure du conflit. Jusque vers 1330, l'Europe se pense en termes de chrétienté féodale, c'est-à-dire qu'elle juxtapose l'unité religieuse et l'extrême émiettement politique. En dépit de quelques hérésies locales, l'Église reste un bel édifice unitaire, avec ses structures cléricales hiérarchisées et uniformes dirigées par Rome, sa langue universelle le latin, son credo unique, son administration et sa fiscalité. Le monde séculier, lui, est constitué d'une poussière de fiefs, reliés par des liens mouvants d'homme à homme au sein de fédérations locales qui sont les principautés et les royaumes. Ce qui se passe entre 1350 et 1450 environ, c'est une double évolution en sens contraire. L'unité de la chrétienté se morcelle en Église nationale, et les fiefs se concentrent en unité nationale monarchique, éclatement d'un côté, regroupement de l'autre, pour arriver à une convergence qui fait coïncider les éléments religieux et les éléments politiques dans les monarchies nationales. On passe de la chrétienté féodale à l'Europe des nations. Ensuite, la guerre a entretenu le schisme. Chaque camp ayant son pape, l'incapacité de Rome et d'Avignon à réformer le clergé a conduit les gouvernements français et anglais à développer les mesures disciplinaires dans le cadre de chaque royaume. L'affirmation des langues nationales, autre fruit de la guerre, a conduit à des premières traductions de la Bible. Des deux côtés de la Manche, on regarde de plus en plus vers les autorités séculières pour prendre en main la réforme de l'Église. La guerre n'a pas déclenché, mais elle a accentué les tendances gallicanes et anglicanes. Dans le domaine politique,
Elle a précipité le naufrage de la féodalité, qui a fait la preuve de son impuissance dans le domaine qui était justement sa justification première, l'aide militaire. Le service vassalique a été remplacé par l'utilisation de mercenaires, dépendant directement du roi. Même l'innovation technique renforce le pouvoir de ce dernier, seul capable de posséder une puissante artillerie. En se focalisant sur le duel entre les deux rois, la guerre de Cent Ans a obligé les nobles à se ranger sous l'une ou l'autre des deux bannières, reléguant les guerres privées, typiques du monde féodal, au second plan. Les exigences de la guerre d'usure ont permis aux souverains, par la fiscalité, par les interventions dans l'économie, par le développement de l'administration, d'accroître leur pouvoir de façon décisive. On passe de la monarchie féodale à la monarchie nationale. Dans ce domaine, la guerre a aussi jeté les bases des deux futurs régimes politiques français et anglais, et ainsi orienté leurs histoires pour plusieurs siècles. Du côté français, la série de défaites et hécatombes a laminé l'aristocratie, décimée, ruinée par les rançons. Le roi Charles VII a construit sa victoire et développé son pouvoir sur les ruines de la noblesse. Les défaites ont d'abord été celles des nobles, la victoire, celle du roi. Elle lui a permis de mettre sur pied l'armée et l'impôt permanent. La voie de la monarchie absolue est ouverte. En Angleterre, l'évolution est inverse. Les victoires ont renforcé et enrichi la grande aristocratie qui peut se permettre de détrôner le souverain. La guerre de Cent Ans a aussi déterminé les grandes orientations de la future politique étrangère des deux pays. À la France, le continent, à l'Angleterre, l'océan. À partir du moment où les Anglais ont perdu leurs deux grandes bases territoriales sur le continent, la Guyenne et la Normandie, ils prennent conscience de leur vocation insulaire, se détournent des aventures européennes et regardent vers le grand large. La monarchie française, au contraire, maîtrisant désormais son territoire, tourne le dos pour un temps à son vieil ennemi et cherche à s'étendre vers le sud et vers l'est, ses frontières naturelles. Et puis, la guerre de Cent Ans a creusé un fossé culturel durable entre les deux pays, en leur faisant prendre conscience de leur identité nationale. Langue, régime politique, mode de vie, tout devient motif d'opposition et d'incompréhension, de mépris, de raillerie, voire de haine. La guerre de Cent Ans devient un réservoir d'images et de symboles, qui alimente l'hostilité franco-britannique pendant des siècles. Finalement, cette période charnière que fut la guerre de Cent Ans met un terme à l'idée d'une civilisation occidentale unie par les valeurs de la chrétienté, et accouche d'une nouvelle ère, qui sera celle de l'Europe des nations. Merci à Kalos, le sponsor de cette vidéo, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet, kalos-france.com, pour profiter des 10% de réduction associés au code CASUS. Et merci bien sûr à tous les tipeurs qui participent au développement de la chaîne. Et à bientôt pour le prochain épisode.